سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être avec nous à la une de l'actualité. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, est catégorique. Les élections municipales se tiendront à la date prévue. Le ministre de l'Intérieur, Noad Machtouk, a de son côté confirmé ce dimanche le calendrier électoral. Les électeurs se rendront aux urnes à partir du 8 mai prochain. L'activité peine à reprendre dans les rues du camp palestinien de Ain el-Halwé, secoué par des affrontements sanglants entre factions armées. Le cessez-le-feu semble pour le moment globalement respecté. L'annonce a été faite par son directeur. L'aéroport international de Bruxelles en Belgique a rouvert en partie ce dimanche. Il était fermé depuis les attentats du 22 mars. Je vous le disais en titre, Saad Hariri est catégorique. Les élections municipales se tiendront à la date prévue. Dans un communiqué, le chef du courant du futur a démenti les informations parues sur le site web de nos confrères de Lebanon Debate et selon lesquelles Saad Hariri aurait demandé au président de la Chambre, Nabi Berri, de reporter la date des élections municipales. Justement, le ministre de l'Intérieur, Noad Machtouk, a fixé ce dimanche les dates des élections municipales dans les régions libanaises. À Beyrouth, dans la Bekaa et au Hermel, les électeurs se rendront aux urnes le 8 mai. Les électeurs du Mont-Liban le 15, ceux du Liban Sud et de Nabatieh le 22 mai. Et on votera enfin au Liban Nord et au Akkar le 29 mai. Ce matin, l'activité peine à reprendre dans les rues de Ain el-Halwé. Les impacts de balles sur les façades des immeubles et des commerces du camp palestinien au Liban Sud témoignent de la violence des affrontements entre les factions armées palestiniennes, le Fatah et Jound al-Sham. La nuit a toutefois été calme après un accord de cessez-le-feu. Les rafales de tirs d'armes automatiques et de mortiers ont fait 1 mort et au moins 10 blessés. Les personnes impliquées dans les violences sont activement recherchées par les forces mixtes de sécurité. Une semaine après avoir repris Palmyre aux djihadistes du groupe État islamique, l'armée du régime de Damas a fait une découverte sinistre dans cette ville du désert syrien. Un charnier contenant les corps d'une quarantaine de personnes. Les dépouilles pourraient être celles d'officiers et de membres de leur famille exécutés par les djihadistes. Lucie Debiol nous en dit plus. Elles sont partout, les mines laissées derrière eux par les djihadistes. Avant de quitter la ville, ils ont piégé le site antique, les routes, les bâtiments et même certains cadavres. Ils ont installé les mines comme on ne l'avait jamais vu. Elles étaient sous des pierres, dans les rues et les arbres. Il y en avait aussi dans les bureaux ou sous les corps des morts. Un charnier de 42 corps aurait été découvert à Palmyre. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 280 personnes ont été exécutées pendant l'occupation de la ville par l'organisation de l'État islamique. Des exécutions organisées ici, dans le théâtre romain, l'un des monuments de la cité antique épargné par les destructions. Le temple de Bel, celui de Baal-Shamin, l'Arc de Triomphe, eux, n'ont pas eu cette chance. D'après les estimations des spécialistes, les dommages s'élèvent à environ 30% du site. Malgré le départ des djihadistes, certains s'inquiètent désormais de la protection du site et notamment des pillages auxquels les troupes du régime pourraient elles aussi se livrer. Manifestation avant l'entrée en vigueur de l'accord UE-Turquie ce lundi. 750 migrants devraient être reconduits dans un premier temps. Une autoroute a été bloquée par des tentes dans le nord de la Grèce. Plusieurs dizaines de migrants ont ainsi tenté d'interpeller les dirigeants de l'Union européenne pour les laisser venir en Europe occidentale. Plus de 50 000 réfugiés sont bloqués en Grèce depuis la fermeture de toutes les frontières sur la route des Balkans en février dernier. Cet accord est aussi dénoncé par certaines ONG qui craignent des expulsions vers la Syrie. Kim Vaudine. Sur ce t-shirt, l'inscription « Sauver les enfants ». Et ils étaient nombreux ce samedi avec leurs familles, tous assis sur l'asphalte de cette autoroute pour demander de l'aide une fois encore. Nous en sommes là. Nous nous demandons que va-t-il nous arriver. Je le demande à tous les pays, quel est notre destin? Personne ne comprend ce que nous traversons, sauf nous. Nous qui avons fui loin de notre pays, non pas parce que nous avions faim. Nous ne sommes pas partis parce que nous avions faim. Nous sommes partis parce qu'il y a une guerre. Est-ce notre destin de mourir ici aussi?
Personne ne fait attention à nous. À Chios, de l'autre côté de la mer Égée, les manifestations continuent depuis plusieurs jours. Ils étaient cette fois des centaines à protester devant un centre d'enregistrement, étape obligatoire pour les migrants qui seront renvoyés vers la Turquie. Nous sommes venus ici et ils nous ont mis dans une prison. Ce camp est une prison. Nous avons risqué notre vie et dépensé tout notre argent pour sortir de la Turquie, mais pas pour être mis en prison. Ils sont désormais plus de 50 000 à être bloqués en Grèce. Selon le gouvernement, les migrants continuent d'arriver sur les côtes du pays malgré l'accord entre l'Union européenne et la Turquie qui entre en vigueur ce lundi. Et le port de Dikili en Turquie, situé en face de l'île grecque de Lesbos, se prépare lui aussi au retour des migrants en vertu de l'accord UE-Turquie. Cela n'enchante pas vraiment les habitants de la ville turque. Certains ont manifesté ces dernières heures. Ils craignent que la présence des centres de réfugiés ne fasse fuir les touristes. Antoine Mariotti. La mer est particulièrement calme, en tout cas pour l'instant. Dès lundi, les migrants refoulés de Grèce débarqueront ici, à Dikili et dans un autre port turc. L'île grecque de Lesbos est visible à l'œil nu. Elle est devenue l'un des principaux points d'entrée en Europe pour des milliers de migrants. Samedi, les habitants de Dikili, le maire de la ville en tête, ont manifesté contre la mise en place d'un camp de réfugiés dans leur commune. Nous sommes inquiets de voir notre démographie changer. Le tourisme et les zones agricoles vont être affectés et notre sécurité sera menacée. Donc, nous ne voulons absolument pas d'un camp de réfugiés à Dikili. Nous disons non au camp de réfugiés. Nous aimons Dikili. Nous ne voulons pas que notre ville soit détruite. Nous voulons que les camps de réfugiés soient construits dans des endroits plus adaptés. Ici, c'est une destination touristique. Tout deviendra hors de contrôle. 2 jours avant l'arrivée des premiers migrants, le site choisi à Dikili n'était encore qu'un terrain vague. L'accueil pourrait se faire dans un premier temps dans un complexe sportif de la ville. Seul le minimum semble avoir été mis en place, mais le maire, malgré son opposition, affirme jouer le jeu. Les autorités nous ont demandé de fournir des toilettes mobiles et nous en avons immédiatement mis 2 à disposition. Je leur ai dit que le bureau du maire leur fournirait tout ce dont ils ont besoin et que j'étais joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ankara a conclu un accord avec l'Union européenne pour accueillir sur son sol les migrants passés en Grèce après le 20 mars. Pour chaque migrant renvoyé en Turquie, Ankara enverra un réfugié syrien vers un pays de l'UE. Un accord controversé dont les modalités pratiques restent floues. Un responsable de l'ONU va même jusqu'à douter de sa légalité. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info, l'annonce a été faite par son directeur, donc l'aéroport international de Bruxelles en Belgique a rouvert en partie ce dimanche. Il était fermé depuis les attentats du 22 mars. 2 kamikazes se sont fait exploser dans le hall des départs, tuant 11 personnes. 3 vols sont donc prévus aujourd'hui. L'un ira à Faro au Portugal, un autre à Turin en Italie, le dernier à Athènes en Grèce. C'est beaucoup moins de vols et de voyageurs que d'habitude et une sécurité renforcée. Kim Vodin. Jour J à Zaventem. Après une dizaine de jours depuis les attentats meurtriers du 22 mars, l'aéroport rouvre partiellement sous haute sécurité. Avant de pénétrer dans les bâtiments de l'aéroport, un pré-contrôle sera effectué. Pré-contrôle systématique de toutes les personnes qui souhaitent rentrer dans l'aéroport. Nous allons également les soumettre à un contrôle via portique et soumettre également les bagages à un contrôle. La police fédérale a précisé que des patrouilles de policiers et militaires seraient déployées à l'extérieur du bâtiment. Une condition sine qua non pour les syndicats qui menaçaient vendredi de faire grève si l'impasse était faite à ce sujet. Alors après vraiment une très longue et difficile négociation, effectivement, la solution qui intervient est une solution qui tient compte de tous les intérêts. Et ces intérêts en particulier, précisément, c'est la sécurité des usagers et des travailleurs sur place. En attendant la reconstruction complète du hall des départs sérieusement endommagé par les 2 explosions, les voyageurs sont accueillis dans un bâtiment provisoire. Pour le PDG, la réouverture partielle était néanmoins nécessaire.
beaucoup de personnes attendent avec impatience le redémarrage des activités parce que ça fait partie un petit peu du processus de deuil, de pouvoir retourner à l'endroit où effectivement ça s'est passé et de reprendre une vie, peut-être pas normale, mais en tout cas de reprendre leur vie qui a été brutalement interrompue et secouée la semaine passée. Les travaux peuvent durer des mois, mais le PDG espère retrouver une capacité normale avant les départs en vacances cet été. Des dizaines de milliers de Colombiens ont manifesté à travers tout le pays contre le gouvernement du président Juan Manuel Santos et le processus de paix qu'il a engagé avec la guérilla pour mettre fin à un demi-siècle de conflit armé. Un conflit qui a fait 260 000 morts, 45 000 disparus et près de 7 millions de déplacés selon les chiffres officiels. Antoine Mariotti nous en dit plus. Il n'est plus au pouvoir depuis 6 ans, mais Álvaro Uribe démontre qu'il peut encore mobiliser les foules. Plusieurs dizaines de milliers de Colombiens sont descendus dans les rues d'une vingtaine de villes pour soutenir l'ancien président et pour crier leur colère contre l'actuel chef de l'État, Juan Manuel Santos. Nous voulons que cette marche réveille les consciences par rapport aux dégâts causés par l'impunité du narcoterrorisme. L'impunité est donnée à un groupe particulier et maintenant un autre se présente. La Colombie n'échappera pas à la violence. Santos était pourtant le ministre de la Défense d'Álvaro Uribe. Mais l'ancien président ne décolère pas contre le processus de paix engagé par son successeur. Après plus d'un demi-siècle de conflit armé, Bogota négocie depuis plus de 3 ans la fin du conflit avec la guérilla des FARC. Et elle vient d'engager un dialogue avec celle de l'ELN, un groupe moins important, mais qui compte tout de même 1500 combattants dans ses rangs. L'ELN vient de libérer un policier retenu en otage en guise de bonne foi, sans convaincre pour autant les manifestants. Ce président n'a pas honte, il nous livre aux guérillas, à 8000 membres des FARC, il leur livre un pays de 45 à 50 millions d'habitants. Les négociations avec les deux guérillas se mènent séparément, à Cuba pour l'une, en Équateur pour l'autre. Uribe, dont le père a été tué par les FARC, a toujours défendu une ligne sécuritaire très ferme, sans dialogue possible avec les groupes armés. Allez, dans un tout autre registre, un mariage pas comme les autres a récemment été célébré à Moscou. Sa particularité, son prix astronomique, avec un chèque d'1 milliard de dollars. Saïd, 28 ans, a pu faire plaisir à Khadija, sa jeune fiancée de 20 ans. Mais que peut-on s'offrir pour 1 milliard de dollars? Les détails de l'addition dans ce reportage. Voilà à quoi ressemble le mariage d'un milliardaire au Safissa, la plus bling des salles de réception moscovites. Celui du fils de l'oligarque russe Mikhail Goutseriev. Saïd, 28 ans, et sa fiancée Khadija, une étudiante en dentisterie de 20 ans, ont mis les petits plats dans les grands. Une ambiance incroyablement luxueuse d'une facture d'1 milliard de dollars. Au programme, arrivée en Rolls-Royce ou Bentley avec chauffeur, et ce pour les 600 invités. Dans un décor floral féerique, absolument tous les murs et les plafonds étaient recouverts d'hortensias et de petites loupiottes suspendues. La mariée a fait une entrée magistrale dans sa robe Elie Saab, haute couture, importée spécialement de Paris. Son prix, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Son poids, 11 kilos. L'énorme gâteau du couple a coûté environ 25 000 dollars. Pour la musique, Saïd et Khadija ont fait appel à quelques amis. Sting, Enrique Iglesias et Jennifer Lopez, qui à elle seule aurait été payée environ 8 millions de dollars. The wedding of Saïd and Khadija. Let's get it! Et
Eh bien, si vous ne pouvez pas vous offrir un mariage d'1 milliard de dollars, alors peut-être que votre portefeuille sourirait à ces baskets avec saphir, or, 18 carats et diamants. Le prix grimpe rapidement à 4 millions de dollars pour cette paire de baskets, la plus chère du monde. Mais c'est pour une bonne raison. Eh bien, les bénéfices de cette vente exclusive seraient réservés à l'association américaine Souls for Souls, qui se bat donc contre la pauvreté en fournissant notamment vêtements et chaussures aux plus démunis. 4 millions de dollars, cette paire donc de baskets. Fin de ce journal, le rappel des titres. Le chef du courant du futur, Saad Hariri, est catégorique. Les élections municipales se tiendront à la date prévue. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs confirmé ce dimanche le calendrier électoral. Les électeurs se rendront aux urnes à partir du 8 mai. L'activité peine à reprendre dans les rues du camp palestinien d'Ain el-Haloué, secoué par des affrontements sanglants entre factions armées. Le cessez-le-feu semble pour le moment globalement respecté. L'annonce a été faite par son directeur. L'aéroport international de Bruxelles, en Belgique, a rouvert en partie ce dimanche. Il était fermé depuis les attentats du 22 mars. Merci de votre attention. Je vous donne rendez-vous à 17h30 heure de Beyrouth pour une nouvelle édition de Code 24, le magazine de la rédaction en partenariat avec France 24. À tout à l'heure. يا سيد أنا رجعت على لبنان أتمنى أنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي.